Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ce direct du dimanche 18h. J'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi un ami et invité qui est le professeur Aimé Boni. Salut Aimé. Salut Walid, salut, et puis bon dimanche à toi. Merci. C'est venu un petit peu en discussion de manière vraiment impromptue. On discutait sur la santé et le sport. On a eu quelques occasions de se voir ces derniers temps. Et Aimé me disait, c'est malheureusement un triste anniversaire aujourd'hui, qui est l'anniversaire du décès d'un sportif, Marc-Vivien Foé. Est-ce que tu peux nous rappeler, Aimé, ce qui s'était passé ce jour-là? Alors, Marc-Vivien Foé, c'est un ancien footballeur international camerounais. Quelqu'un qui a fait ses classes au Cameroun, puis il est arrivé en France, dans le RC Club de Lens. Je crois que c'était en 98, si je ne m'abuse. Il a joué donc à Lens et après, il a été transféré à Lyon, où il a joué à Lyon. Il était un pilier du milieu du terrain de Lyon parce que c'était un milieu de terrain récupérateur. Il avait plusieurs poumons, comme on dit. Il ratissait large. Et donc, il a joué à Lyon. Et après Lyon, tellement il était performant qu'il a été racheté par Manchester City. Donc, il a joué à Manchester City, toujours titulaire à Manchester City. Et évidemment, le patron du milieu du terrain camerounais. Et donc, en 2003, il y a eu la Coupe des Confédérations qui se joue en France, la Coupe des Confédérations. C'est-à-dire, donc, c'est le championnat entre les vainqueurs des coupes continentales. Donc, le champion européen, le champion américain, sud-américain, d'Amérique du Nord, asiatique et africain. Et le Cameroun jouait donc les demi-finales contre la Colombie, demi-finale contre la Colombie. Et Marc-Vivien Foé, titulaire, patron du milieu de terrain camerounais, s'est écroulé au milieu du stade, seul, et n'a pas été réanimé, est décédé sans réanimation. C'était spectaculaire parce que c'était en Mondovision. Et donc, à la suite donc, de cet événement dramatique que le monde entier a vécu en direct, pour un sportif jeune qui a priori n'avait pas d'antécédents, il a quand même fait plusieurs clubs. Et vous savez que, enfin, vous, oui, nos téléspectateurs savent que pour passer d'un club à un autre, il faut faire des tests pour que le transfert soit validé. Et donc, Marc-Vivien Foé a certainement effectué plusieurs tests qui n'ont rien révélé jusqu'à ce qu'on constate donc qu'il peut décéder en ayant un cœur apparemment sain. Donc, à la suite donc, de cet événement, la FIFA a pris des mesures. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu l'avant Marc-Vivien Foé et l'après Marc-Vivien Foé. Depuis ce décès, les choses ont changé. Le protocole FIFA a été amélioré, renforcé pour prévenir ce genre d'événements. D'ailleurs, pour la prévention et aussi la prise en charge elle-même. Concernant la prévention, ce qui a été convenu par la FIFA, c'est que on devrait faire des tests régulièrement, tous les ans, à des sportifs de haut niveau, des sportifs qui jouent les compétitions officielles. Des tests régulièrement. Et les tests, c'est quoi? C'est faire un électrocardiogramme, faire une échographie cardiaque, voire plus en fonction de ce qu'on trouve. La FIFA a aussi exigé qu'il y ait dans les stades des défibrillateurs, absolument. Parce que Marc-Vivien Foé est décédé sans qu'il n'ait eu non seulement un massage cardiaque et encore moins un défibrillateur qui aurait pu le sauver. Donc, depuis ce temps-là, aujourd'hui, c'est incontournable. Il n'y a aucune compétition FIFA sans ces outils. La FIFA a aussi pris le pari de mettre en place un certain nombre de directives pour éviter la médiatisation des cas qui arrivent. C'est-à-dire que quand il y a un arrêt, déjà, vous savez, tous les médias, les caméras
qui, normalement, avant, braquaient leur projecteur sur la victime, se détournent plutôt pour que les téléspectateurs ne voient pas. Mais on pourra revenir sur cette disposition qui, pour moi, est un peu discutable. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire dramatique de Marc-Vivien Foé, c'est que il avait a priori un cœur sain. Et on va voir tout à l'heure, tu vas certainement nous montrer des images de c'est quoi un cœur en bon état, structurellement, qui ne pose pas de problème, et c'est quoi un cœur qui lui pose un problème, un gros cœur, comme on pourrait le dire, un cœur hypertrophié, parce que la première cause de la mort subite du sportif, c'est quand même une hypertrophie du muscle cardiaque, ce qu'on appelle la cardiomyopathie hypertrophique. Alors, lui, on ne lui a pas découvert cette maladie pendant tout son parcours professionnel. Mais on sait aussi, et ça on verra certainement une vidéo tout à l'heure, on sait que la veille du match, quelques heures avant le match, ce fameux match contre la Colombie, le 26 juin 2003, Marc-Vivien Foé se plaignait d'être un peu malade. Alors, donc, après avoir vu la vidéo, on reviendra sur des conseils pour comprendre c'est quoi être un peu malade et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est sportif, quand on veut réaliser une compétition, quand on veut faire un match de foot, de basket, de volley ou autre. Quelles sont les conditions requises pour se donner soi-même l'autorisation de pratiquer le sport et aux autorités, c'est-à-dire le staff médical notamment, de donner l'autorisation aux sportifs de pratiquer. Parce qu'en fait, ici, là, il y a un double enjeu. Il y a deux acteurs. Il y a le sportif et il y a le staff médical. Le sportif est le premier filtre. C'est-à-dire qu'on doit soi-même savoir si on est en forme pour jouer ou pas. Donc, ça, c'est un peu le préambule. Et puis, je voulais donc concerner un peu la problématique. Et pour que les choses ne se passent plus comme avant, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de Marc-Vivien Foé. Et c'est pour cette raison que le monde entier célèbre quand même d'une manière ou d'une autre cet événement tous les ans, le 26 juin. Mais aussi, au-delà de ça, c'est même au quotidien. Parce que comme tu le sais bien, Walid, il n'y a pas une communication scientifique dans le monde, je dis bien dans le monde, qui parle de la mort subite du sportif, sans que le communicant ne présente une des images de ce drame. Donc, Marc-Vivien Foé est parti, mais il faut qu'il serve de leçon pour qu'on n'ait plus d'autres cas. Parce que c'est quand même dramatique et c'est dommage de perdre quelqu'un qui a priori en bonne santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est rentré sur un stade pour jouer. C'est dramatique de perdre quelqu'un a priori en bonne santé sans qu'on ait eu des prémices de quelque chose, d'un événement morbide qui serait arrivé. Alors, je dirais déjà, ça c'était il y a 19 ans, on est bien d'accord. Hein. Il y a 19 ans. Entre-temps, il y a eu des progrès. Et c'est vrai que quand on voit l'arrêt cardiaque d'Eriksen sur l'Euro 2020, où celui-ci, Eriksen, il s'écroule sur le terrain. Vous avez 3 vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver les vidéos que je n'ai pas pu vous partager, qui sont accessibles gratuitement sur Internet. Il a été réanimé sur le terrain, mais même la minute ou minute 30, où il faut le temps que finalement, il a fallu 1 minute pour qu'on amène le défibrillateur. Et quand même, ils ont amené le défibrillateur, ils l'ont réanimé. Et c'est vrai que voilà, ils lui ont sauvé la vie. Il y a aussi ce que tu disais sur la manière dont ils ont fait, de telle manière que c'est vrai que c'est un peu morbide de voir ce qui se passe, parce qu'il y a toutes les caméras, c'est médiatisé. Il y avait les joueurs déjà qui l'ont entouré. Et il y avait ensuite les draps qui ont été mis autour, ce que je comprends parce que c'est une prise en charge médicale avant tout. Mais il y a eu un progrès et c'est vrai qu'en 19 ans, il y a de plus en plus de défibrillateurs sur les terrains, même partout. J'espère qu'après, on va voter des lois pour dire qu'il en faut en bas de chaque immeuble. Ça ne me paraît pas choquant. Dans les charges de copropriété, ce n'est pas ça qui va coûter cher. Donc, il y a des progrès qui font en sorte. Il y a eu un décret qui permet aussi en France, à n'importe qui de réanimer sans crainte de dire je vais mal faire, je vais casser des côtes, qui permet d'utiliser un défibrillateur automatique sans crainte de dire je vais mal faire. C'est-à-dire que là, il y a eu des progrès et je pense que
Là, j'étais sur un congrès hier, avant-hier, et je vous posterai la vidéo j'ai assisté à la présentation de Frédéric Sacher, qui a parlé justement de la morphologie sportive, qui a montré la vidéo de Marc-Vivant Fauvet, qui a montré la photo d'Eriksen. Et comme tu disais, il n'y a pas une présentation, on ne le montre pas. Et notamment, il disait l'importance de l'éducation. L'éducation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et l'éducation aussi dès le jeune âge, dans les terrains, enfin dans les écoles, dans les clubs. Et il a montré la photo de l'école je sais pas, de basket d'un de ses enfants, où il faisait une formation sur l'arrêt cardiaque avec le secours populaire. Donc, je veux dire, c'est juste avec les secouristes, je ne sais plus comment ils appellent ça, les pompiers, ou ce que vous voulez. Donc, si vous voulez, donc c'est vrai que je pense que par rapport, donc il y a bien sûr tous ces grands joueurs, ben, ils sont dépistés. Eriksen, il a fait un arrêt cardiaque en 2021. C'est clair qu'il avait une échographie cardiaque normale, c'est sûr. Enfin, je n'ai pas le dossier, hein, d'accord. Et je trouve que c'était. Tu as parlé du témoignage de la femme du joueur, sans vouloir être polémique, je trouve qu'elle est utile à savoir. Et je pense qu'on peut la montrer si tu es d'accord. Tout à fait. Alors, c'est parti. Un peu souffrant, qui ne jouerait pas le match et tout. Bon, les gens étaient un peu perplexes. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas bien. Il me parlait de la fatigue, qu'il avait mal au ventre, qu'il avait des selles qui coulaient énormément et qu'il était énormément fatigué, qu'il se reposait, mais qu'il suivait bien son traitement. On en a parlé un peu. Alors, c'est vrai que un des conseils, et tu le disais, hein, quand on est malade, c'est pas là qu'on va faire du sport. Quand tu es grippé, quand tu as de la fièvre, va pas faire ton footing. Et donc là, en plus, c'est pas un footing. Alors, il avait dit, il va jouer pile mi-temps, etc. Mais c'est pas genre, je vais aller courir, je suis malade et je vais sentir que je suis un peu fatigué, je vais freiner. C'est quand même une compétition demi-finale. Ils sont pas là pour faire de la figuration, hein, je veux dire. Et je pense que on en discutait avant, hein, la vidéo. Je pense que là, effectivement, si vous avez de la fièvre, vous êtes malade, vous avez de la diarrhée, vous êtes malade, enfin, c'est pas le meilleur conseil, je pense, que d'aller faire du sport. Je pense que là, avec ça, on peut sauver des tonnes de vies. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais bien sûr, bien sûr. Et puis, bon, effectivement, le but n'est pas de fustiger les uns les autres, c'est simplement de tirer des leçons pour qu'on aille de l'avant. Et comme on a dit tantôt, il y a eu un avant, Marc-Vivien Fauvet, et il y a un après. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris qu'on ne peut pas aller jouer, même si c'est juste ce qu'on appelle le sport de loisir du dimanche des personnes du deuxième âge. Non, on ne peut pas aller jouer si on prend des médicaments, enfin si on prend des médicaments aigus. Si on a un traitement au long cours qui est stable avec l'aval des médecins, oui, le sport, comme tu le sais, le sport fait partie d'ailleurs de notre prise en charge médicale. Voilà, donc on fait un sport bien contrôlé, médicalisé. Mais si on a une fièvre, si on a de la diarrhée, si on prend des médicaments pour traiter ça, on ne peut pas aller jouer au football. Et avec toute l'envie qu'on a, parce qu'une demi-finale, quand même, tout le monde a envie de jouer ça, mais on se dit, et je suis sûr que Marc-Vivien Fauvet, avec le recul, s'il était en vie aujourd'hui, il n'aurait jamais pris ce risque-là. Le staff n'aurait pas pris le risque. Bon, donc ça, c'est une leçon qu'on retienne. Il faut aller de l'avant. Ce qu'on peut aussi dire, moi, est-ce que je l'ai pour rebondir un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans l'éducation de masse, dans la sensibilisation. Et la FIFA, comme je l'ai dit tantôt, a édicté des règles. Bon, il faut protéger la victime. C'est pour ça qu'on a vu avec l'image d'Eriksen, on a vu les joueurs d'Eriksen qui font donc un cordon, qui se retournent d'ailleurs, qui ne regardent pas pour la plupart, qui regardent plutôt le public. Donc, ils ne regardent pas ce qui est en train de se passer et le public ne voit pas parce que les caméras ne montrent pas. Alors, la discussion, pour moi, c'est est-ce qu'on est dans la bonne approche? Est-ce que la FIFA a pris la bonne décision de le faire? Parce qu'en réalité, moi, j'ai envie de dire qu'à quelque chose, malin peut être bon. Et il faut savoir profiter même des situations les plus dramatiques, les capitaliser. Parce qu'en réalité, on passe à côté d'une formidable occasion de sensibiliser et de montrer aux gens comment on réanime.
comment on réanime. Parce que ces coéquipiers d'Eriksen qui ne regardent pas, ils n'auront pas vu comment on réanime. Le public ne voit pas comment on réanime. Et le public ne se rend pas compte qu'il y a même eu des erreurs de réanimation. Là aussi, une fois de plus, c'est pour éduquer. Parce qu'en fait, tu sais que tout le monde a célébré, et à juste titre, le capitaine danois, Simon Kjær, d'avoir eu le geste qu'il faut, celui de masser, et de masser en position latérale de sécurité. Or, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Un malade qui fait un arrêt cardiaque sur un terrain de foot, on sait que c'est l'emballement du cœur. Ça ne peut pas être autre chose que l'emballement du cœur. Parce que dans la définition de la mort subite cardiaque, définition aujourd'hui adoptée par le monde entier, celle de Frischmann, c'est devant témoin, dans un délai d'1 heure après le début des symptômes, dans un délai d'1 heure, quelqu'un qui perd connaissance, qui fait un arrêt cardiaque, c'est un arrêt cardiaque d'origine rythmique. Donc, c'est un emballement du cœur. Et donc, dans ce cas, on n'a pas besoin de mettre la personne en position latérale de sécurité, qui est en fait une position pour des gens qui ont inhalé, par exemple, voilà, suite à une noyade. On a besoin de masser. Le premier geste qu'il faut faire après la reconnaissance de l'arrêt cardiaque, parce qu'on a pincé le joueur, il n'a pas réagi, on l'a appelé, il n'a pas réagi, on a palpé le pouls carotidien, on n'a pas senti un pouls. Bon, on peut imaginer que les sportifs, les non-professionnels, ils peuvent ne pas savoir palper un pouls, mais au moins, on a pincé, on a appelé, la personne n'a pas réagi. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que Marc-Vivien Foé tombe comme on l'a vu tomber. Il n'y a pas de raison ou que Eriksen tombe comme on l'a vu tomber s'il n'y a pas en fait un collapsus postural. Donc, la première chose à faire, c'est mettre le sportif sur le dos et commencer à masser. Or, ici, comme tu le vois, l'image que tu montres, on l'a plutôt mis sur le côté. Or, du moment où la FIFA interdit qu'on montre des images, donc les gens ne sauront même pas qu'il y a eu une erreur. Et ils continueront à faire ce que tout le monde pense bien faire. Parce qu'effectivement, la position latérale de sécurité est tellement populaire. Si tu vas faire une enquête, Walid, tu te rendras compte que dans le monde entier, tout le monde pense que quand on fait un arrêt cardiaque, il faut être en position latérale de sécurité. Donc, là, on est en face de l'occasion, enfin d'une occasion, de montrer au monde entier ce qu'il faut faire, comment le faire, parce que la formation passe aussi d'abord par le côté théorique, et puis en pratique, lors des séminaires, on apprendra à tous les sportifs de masser. Donc, moi, je dis que dans l'après-Foé, il y a ce volet-là qui, pour moi, souffre encore de quelques lacunes, mais de manière globale, la FIFA et toutes les organisations sportives du monde ont fait des progrès et aujourd'hui, on démontre moins de cas qu'avant. Mais vous savez, parmi tous les sportifs de dimanche ou des gens qui jouent dans des compétitions pas médiatisées, il y a quand même beaucoup de cas d'arrêt cardiaque. Donc, c'est encore un problème de santé publique. Quelle est la proportion finalement, des arrêts cardiaques chez les sportifs? Je peux vous donner quelques statistiques. Il y a 50 000 arrêts cardiaques en France chaque année. C'est ce qu'on estime chez les statistiques les plus récentes. Et il y en a à peu près 400 qui sont des arrêts cardiaques chez les sportifs. Donc, ça donne une idée que finalement, c'est rare, bien sûr, parce que les gens, le sport, c'est bon pour la santé, hein, d'accord, même si on parle aujourd'hui d'un triste anniversaire. Le sport, c'est bon pour la santé. La priorité, c'est de faire du sport, c'est bien. Qu'il y a un examen médical. Alors maintenant, beaucoup de choses sont non obligatoires. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé d'aller voir votre médecin pour avoir un certificat d'inaptitude au sport. Vous pouvez faire une attestation sur l'honneur que vous n'avez pas de problème cardiaque, y compris pour vos enfants. Donc, alors bon, nous, cardiologues, on peut dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas un électrocardiogramme. Après, c'est très difficile de faire un électrocardiogramme à des millions de patients et c'est pour dépister 50 cas dans l'année. Hein, donc, c'est quand même rare. Mais, bon, voilà. Est-ce que tu peux dire quelles sont les causes les plus fréquentes voilà, pour le grand public qui nous écoute? Oui, alors, je pense qu'il faut définir ou faire la gradation des causes en fonction de l'âge
du sujet du sportif. Parce qu'on a deux catégories de sportifs. On a les sportifs jeunes, on considère comme sportifs de moins de 35 ans, et il y a les sportifs déjà plus âgés, de plus de 35 ans. Et l'épidémiologie de la mort subite cardiaque dépend justement de la population dont on parle. Est-ce la population âgée de plus de 35 ans ou la population... Si c'est la population de plus de 35 ans, la cause première de la mort subite cardiaque, c'est quand même ce que nous appelons la cardiopathie ischémique, c'est-à-dire les maladies des artères du cœur. Lorsqu'on a de la mauvaise graisse qui va donc tapir les tuyaux qui amènent le sang dans le muscle cardiaque, qu'on appelle les artères coronaires. Donc, ces artères vont être rétrécies. Et lorsqu'on fait du sport, on a besoin de plus de sang. Or, puisqu'il y a un obstacle, le sang n'arrive pas. Et puis, le muscle cardiaque va souffrir. On peut avoir un infarctus, on peut avoir un emballement du cœur, un arrêt cardiaque. Ça, c'est pour les personnes de plus de 35 ans. Ce qui veut dire que si on est un monsieur de 45 ans, on veut faire son sport du dimanche, comme on dit, c'est bien, mais c'est quand même important de faire d'abord un bilan cardiaque, voir un cardiologue, avoir fait au moins un ECG, voir davantage une épreuve d'effort, une échographie cardiaque, pour être sûr qu'on n'a pas de problème à ce niveau-là et qu'on peut faire le sport tranquillement. Parce que le sport n'est bénéfique que s'il est fait dans de bonnes conditions, sur le plan médical, donc un cœur qui fonctionne très bien, qui n'a pas de problème. Alors, si on a moins de 35 ans, ce n'est pas la cardiopathie ischémique qui est la première cause. C'est ce qu'on appelle les maladies héréditaires. Les maladies, c'est qu'on est avec, on a une mauvaise formation de notre cœur dès la naissance, ou d'ailleurs avant la naissance, pendant la gestation, pendant la grossesse. Et il y a donc cette programmation anormale, donc une mutation de certains gènes cette mutation qui fait qu'on va naître, et au fur et à mesure qu'on grandit, on a notre cœur aussi qui grossit, on a le muscle cardiaque qui grossit, qui s'épaissit, de ce qu'on appelle dans la cardiomyopathie hypertrophique. Donc, on a vu là sur l'image que tu as montrée, à gauche, un cœur avec un muscle fin, et de l'autre côté, un cœur avec un muscle épaissi. Donc, cet épaississement du muscle cardiaque est délétère, peut entraîner certains désordres. Déjà, le cœur ne va pas pouvoir pomper suffisamment le sang parce que la cavité, elle est rétrécie, donc la quantité de sang qui est petite et ne pourra pas être éjectée suffisamment. Donc, on aura un bas débit cardiaque. Mais surtout, ce cœur qui est hypertrophié et qui reçoit moins de sang, parce que le cœur a besoin du sang aussi pour être nourri. Et donc, ce décalage entre l'épaisseur du muscle cardiaque et l'arrivée du sang pour nourrir ce muscle cardiaque peut entraîner une souffrance du muscle cardiaque et une excitation du muscle cardiaque, un emballement du muscle cardiaque qui va donc entraîner de la tachycardie ventriculaire ou de la fibrillation ventriculaire et on peut décéder. Et en plus, pendant le sport, puisqu'on a besoin de davantage de sang, donc ce décalage entre l'offre et la demande va être plus important. Ce décalage va être plus important, donc on aura davantage une ischémie, une souffrance, et parce qu'on est en surchauffe, on a, vous savez, le système nerveux autonome, le système sympathique, c'est celui qui permet d'accélérer les choses. Lui, il est en surchauffe pendant qu'on fait des efforts, donc il va davantage entraîner cette souffrance et le risque d'emballement du cœur. Donc, c'est pour cette raison que la cardiomyopathie hypertrophique est la première cause de mort subite cardiaque chez les sportifs de moins de 35 ans. Alors, quelques conseils pour le grand public qui nous écoute. Donc, d'abord, je pense qu'avec Aimé, on a essayé de faire une revue un petit peu déjà, de vous rappeler un petit peu ces tristes événements. Hein. D'abord, si vous aimez bien cette vidéo, mettez-nous un grand max de pouces bleus pour montrer à l'algorithme de YouTube que cette vidéo vous a intéressé et ça permettra d'attirer plus de monde sur la chaîne. Je compte sur vous. Deuxièmement, bon, ce qu'on a essayé, c'est de passer des conseils de bon sens, hein, c'est-à-dire il faut dépister les maladies cardiaques.
notamment, c'est sûr, si vous avez un antécédent de mort subite dans votre famille, un antécédent de maladie cardiaque, si vous avez des symptômes, vous êtes essoufflé, vous avez des douleurs dans la poitrine, vous faites des malaises, c'est sûr que dans ces cas-là, il faut absolument que vous voyiez un médecin pour faire un bilan cardiaque. Il y a eu des conseils aujourd'hui sur la manière de gérer un arrêt cardiaque. Je pense que Walid, s'il te plaît. Oui. Juste avant que tu continues, je ne pourrais ne pas parler de cette cause-là, et c'est la deuxième et seule cause dont je vais parler, parce que ce serait un peu ne pas rendre hommage à notre maître, à nous tous, que tu connais, notre maître qui nous a formés, qui est donc le professeur Feu Guy Fontaine, voilà, qui est le découvreur d'une maladie qui est, pour les Italiens, dans la population italienne, c'est peut-être la première cause là-bas, mais c'est quand même l'une des causes de mort subite cardiaque du sportif jeune, c'est la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Bon, aujourd'hui, on parle de la cardiomyopathie rythmique parce qu'on sait que le ventricule gauche aussi peut être atteint par cette maladie. Mais donc, c'est une maladie du muscle cardiaque avec de la fibrose, avec une mutation génétique et avec un risque d'emballement du cœur, de troubles du rythme et de décès. Et donc, il faut le savoir. Il faut savoir que c'est des maladies qui sont aujourd'hui diagnostiquées assez facilement parce qu'on a de l'imagerie qui permet donc d'éliminer ces causes-là. Donc, faire un bilan pré-compétition est important parce que ça nous permet d'éliminer au moins ces causes dont le diagnostic est finalement assez bien codifié aujourd'hui. L'histoire qui est racontée, je ne peux pas la raconter en entier parce que voilà, mais le professeur Fontaine avait un vieux défibrillateur dans son garage qu'il avait récupéré de l'hôpital au moment où l'hôpital voulait s'en débarrasser. Ce défibrillateur n'était pas testé comme on teste les défibrillateurs tous les jours. Et voilà, et ce défibrillateur, je pense qu'il a servi. Donc, c'est assez extraordinaire, je veux dire. Le professeur Fontaine est un savant, je veux dire, un savant et qui ne rentrait pas dans les normes des usuelles. Et c'est ça, des fois, c'est que d'être entouré de gens qui sont novateurs et qui font bouger les lignes. C'est assez extraordinaire. Merci d'avoir rappelé, de nos maîtres, professeur Fontaine. Et donc, on a montré la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Et d'ailleurs, il y avait un commentaire, là, il disait il faut bien sûr l'allonger sur le dos. Alors, il disait 30 compressions, 2 insufflations, c'est moins indispensable sur les premières minutes, parce que les premières minutes, c'est plus essentiel, c'est le massage cardiaque. Et bien sûr, allez faire chercher le défibrillateur dès que possible. C'est-à-dire, en gros, les messages de bon sens, c'est pour l'arrêt cardiaque, j'allais dire, c'est beaucoup plus simple de ne même pas prendre le pouls. C'est ça va, monsieur, il ne parle pas, donc il est inconscient, et on met la main devant la bouche, il n'y a pas de respiration, c'est un arrêt cardiaque. On peut même supprimer la prise du pouls et il n'y a pas à réfléchir. Il faut aller, faire le massage et 2, demander de l'aide, quelqu'un aille faire chercher un défibrillateur le plus tôt possible, parce que finalement, le plus souvent, c'est une fibrillation ventriculaire. Et le plus souvent, avec la fée électricité, on fait fonctionner le cœur. Et c'est pour ça que Eriksen, il rejoue. C'est ça le bel espoir. C'est que dans les mauvaises nouvelles, vous voyez que Eriksen, il rejoue au niveau international dans un club international. Et dans son club, ils sont 2 joueurs à avoir des défibrillateurs. Je veux dire, donc c'est juste, on n'aurait pas, il y a 20 ans, cette histoire, on ne l'aurait même pas vécue. Donc l'objet d'aujourd'hui, c'est de dire, c'est que de bénéficier de l'expérience du passé et de faire en sorte qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs et de faire en sorte qu'on avance et de faire en sorte qu'on puisse vous passer ces messages. Pour ça, on compte sur vous. Merci de partager un max cette vidéo pour qu'elle puisse être relayée sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez. Un dernier mot, Aimé Boni? Oui, alors je pense qu'il y a un auteur qui a parlé donc du massage, 30 compressions plus 2 insufflations, je pense. Aujourd'hui, on a simplifié. Les sociétés savantes, et donc la Société européenne de resuscitation a quand même un peu simplifié donc la réanimation cardio-pulmonaire, comme on l'a souvent appelé et tout. Et on sait combien c'est déjà pas évident de masser, de savoir masser, à plus forte raison d'insuffler, parce que faire du bouche à bouche, déjà, ce n'est pas facile. Et en plus, aujourd'hui, avec les risques, qu'on a, c'est-à-dire en termes de contamination, de transmission de maladies et autres, je pense qu'il vaut mieux éviter ça. Il suffit simplement de vraiment bien masser. Si on masse bien, suffisamment,
en attendant des secours, parce qu'on a le premier geste, c'est que on appelle des secours. Bon, là, on est dans une thématique de mort subite chez le sportif. Heureusement, c'est plus facile parce que ça arrive quand même devant des témoins, parce que les coéquipiers sont des témoins, donc on n'a pas besoin vraiment de faire trop d'efforts pour appeler des gens. Mais si on est dans d'autres conditions où on est peut-être seul, il faut appeler le secours parce qu'à un moment donné, on va être fatigué de masser. Or, masser étant fatigué, c'est faire pire que ne pas masser, ou alors ça fait autant que ne pas masser. Donc, il faut avoir suffisamment d'énergie pour masser. Et quand on commence à se fatiguer, on demande donc à quelqu'un de prendre le relais, le temps qu'un défibrillateur n'arrive ou qu'un transport médicalisé n'arrive. Donc, masser, 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 masser jusqu'à avoir des signes de récupération, ça c'est important. Et il faut apprendre à masser, ce n'est pas compliqué, c'est spectaculaire, mais en fait, en réalité, c'est assez facile. Juste un petit conseil, je n'ai pas le droit de vous partager la chanson aujourd'hui pour des raisons de droit d'auteur, mais le rythme c'est 100 par minute et le rythme c'est celui de Stayin' Alive, la chanson des Bee Gees. Donc vous pouvez suivre le rythme de Stayin' Alive à Stayin' Alive 100 par minute. Et pour avoir fait les congrès américains, pour les ateliers de l'American Heart Association en grand public devant, voilà, sur les exhibits où il y a des secouristes qui montrent un peu comment on fait avec les congressistes et on fait le massage Stayin' Alive et Stayin' Alive, rester en vie, hein, voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est un beau message de la fin. C'était un énorme plaisir. On devait faire 15 minutes, on a déjà dépassé les 30, mais c'est un sujet sans fin et je vous remercie d'avoir suivi. Merci de nous mettre un grand max de pouces bleus pour aussi encourager la chaîne. Vous abonner si vous ne l'êtes pas. On vise les 10 000 abonnés d'ici à la fin de l'année. Ça va être short, hein, ça va être chaud, mais je compte sur vous. Vous pouvez suivre Dr Boni sur sa page Facebook et YouTube également. Voilà, qui est cardiologue. Merci encore, Aimé Boni. Merci à tous d'avoir suivi la chaîne et à très, très bientôt. Ciao, ciao. C'est moi qui te remercie, Walid. À bientôt. À bientôt.